Alors, on va pouvoir revenir aux amendements qui étaient en discussion commune. Alors, c'est une discussion commune, s'il vous plaît, mes chers collègues. C'est une discussion commune parce que, s'il vous plaît, chers collègues, est-ce qu'on peut revenir au débat qui nous intéresse tous? Donc, on a ces deux amendements. J'attire votre attention. Ils sont en discussion commune et ils ne sont pas identiques puisqu'ils ne sont pas insérés de la même façon. On a complété l'alinéa ou après l'alinéa 4. Alors, je vous accorde que la différence est quand même mince, mais nous devons nous décider sur l'amendement que nous votons. Donc, je peux le faire dans l'ordre d'apparition, si je puis me permettre. Et donc, dans ce cas-là, on vote l'amendement en premier, le 1935, mais qui, bien évidemment, fera tomber le 4400. Donc, je vais pouvoir passer au vote du 1935. Il y a un double avis favorable commission-gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est donc adopté. Je vous indique que sur le vote de l'amendement 1945, je suis saisie par le groupe socialiste et apparenté d'une demande de scrutin public sur le 3906 par le groupe de la France Insoumise et le 1963 par le groupe socialiste. Ces scrutins sont annoncés dans notre enceinte et nous avons donc des amendements qui peuvent être également soumis à une discussion commune. Le premier identique, le 852, Monsieur Topiac, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. L'objet de l'amendement est de rajouter un alinéa après l'alinéa 4 pour rappeler que l'État doit assurer la transparence et la régulation de l'ensemble des marchés fonciers dans le but de favoriser l'installation avec comme critère l'emploi par unité de surface et les pratiques agroécologiques, donc l'agriculture biologique, la déspécialisation des territoires et les productions déficitaires nationales et locales. Je vous remercie. Le 1284, qui me le présente? Il n'est pas défendu. Et le 3503 n'est pas défendu également. Et le 1810, Monsieur Hott, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc, il s'agit pour cet amendement, après l'alinéa 4, d'insérer l'alinéa suivant. L'État assure également la transparence et la régulation de l'ensemble des marchés fonciers afin d'orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l'installation en favorisant l'emploi par unité de surface et les pratiques agroécologiques, dont l'agriculture biologique. Donc l'objectif de la loi est le renouvellement des générations en agriculture. Toute installation suppose d'accéder au foncier, que ce soit par l'achat de biens immobiliers ou de parts sociales ou par location. L'accès au foncier est un passage obligé. Freiner la concentration des terres, maintenir le nombre d'exploitants agricoles suppose donc de réaménager la politique des structures. L'État, qui doit favoriser l'accès au foncier, par cette loi, peut revoir la transparence et la régulation des marchés fonciers en favorisant l'emploi par unité de surface. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vos avis sur ces amendements? Merci Madame la Présidente. Bon, pour tous ces amendements, on peut considérer que la discussion d'hier autour de l'amendement Potier 1956 les satisfait. Et sur la concentration en nombre d'exploitants, en nombre d'exploitations, avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député Hott, et les signataires qui sont avec vous, c'est une discussion qu'on a eue hier et qui a été reprise dans le cadre de l'amendement Potier, donc satisfait, donc demande de retrait. Je vous remercie. Alors, est-ce que les amendements sont maintenus? Alors, Monsieur Hott. Alors, Monsieur Topiac, oui. Monsieur Hott. Retrait. Retrait, je vous remercie. Alors, j'ai des demandes de prise de parole. Madame la députée. Oui, merci Madame la Présidente. Non, pour venir en soutien à ces amendements, effectivement, on avait proposé un petit peu la même chose à l'alinéa 1. Là, c'est y compris des amendements qui viennent de la majorité, parce que je crois qu'il faut justement envoyer un signal positif en ce sens et soutenir ces amendements, et que l'État doit se positionner, que le gouvernement doit se positionner par rapport à la question du foncier, et que de l'orienter aujourd'hui et de se fixer l'objectif, de l'orienter aujourd'hui à la fois sur des questions de souveraineté alimentaire et à la
la fois sur des questions de transition agroécologique, c'est en réalité fondamental. Et je crois que aussi, si M. Hoth l'a défendu, c'est parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer des acteurs sur le territoire lors de notre mission d'information sur l'agriculture et la biodiversité qui mettent en avant aujourd'hui l'importance de cette question de foncier, l'importance de pouvoir soutenir aussi de jeunes porteurs de projets qui sont nombreux et qui veulent se tendre vers des pratiques agroécologiques qui sont les plus durables. C'est ce qu'on nous a dit. Les scientifiques nous alertent aujourd'hui sur le besoin de se tourner vers ces pratiques-là. La question du foncier est centrale dans le temps de l'installation. Là, la demande vient même de vos bancs. Je pense que vous pouvez l'entendre et le soutenir parce que nous avons besoin aujourd'hui de politiques plus fortes sur ces questions-là. Et vraiment, aujourd'hui, la question du foncier est totalement abandonnée entre les mains de certaines multinationales, de certaines aussi filiales de l'agro-industrie qui s'accaparent les terres. Et je crois qu'il faut qu'on mette un stop à cela et que pour cela, on renforce les institutions nationales que nous avons à disposition. Donc, envoyez un signal en ce sens, s'il vous plaît. Je vous remercie. Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Oui, bon, j'aurais pu dire sur l'organisation des débats, ça pourrait être intéressant que puisque c'est 1 et 1, qu'il y ait une forme de diversification, parce qu'il faut qu'on se précipite pour lever la main. Bon, ça serait bien de pouvoir tourner entre les groupes, en fait. Je voulais faire d'abord très rapidement une observation sur la présence du président Maillard pour dire quand on cite la Bible, il faut en faire l'exégèse de façon correcte, et la parabole sur l'ouvrier de la dernière heure consiste à montrer que celui qui arrive à la dernière heure, il compte autant que celui qui arrive à la première heure. Bon, c'est à moi de faire la parabole biblique et de vous l'expliquer puisque certains ne le comprennent pas. Et j'admets qu'un président de groupe puisse intervenir, même s'il n'a pas participé à des débats, sur l'organisation des débats, ça me semble légitime. Et pour cette raison, parce que les propos qui ont été tenus à l'encontre du président Maillard, moi, pour ma part, je ne les partage pas. C'est aussi sa responsabilité de président de groupe. Sur cette question, il faut être très attentif, sur la question du foncier, il faut être extrêmement attentif que le fonctionnement de la SAFER notamment se fasse dans de bonnes conditions. Dans certains départements, ça se passe bien. Dans d'autres départements, on apprend que, par exemple, les commissions cantonales qui existent, qui émettent des avis sur la reprise d'exploitation, ne sont pas toujours suivies. Donc, ce qu'il faut dire aux SAFER, c'est qu'elles fonctionnent de façon plus démocratique. Certaines le font. Il y a eu des progrès qui ont été faits par rapport à ça, mais qu'on tienne compte toujours des avis de terrain qui sont des avis des commissions cantonales. Ce n'est pas toujours le cas. Je vous remercie, Monsieur le Président Chassaigne. Je n'ai pas bien compris votre proposition sur la diversification. Je crois que toutes les prises de parole sont extrêmement diversifiées. Madame Bellucco, je vous laisse la parole assez brièvement puisque nous avons eu 3 interventions. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de faire court, mais je voudrais saisir cet amendement que nous soutenons bien évidemment pour rappeler l'importance de réguler le foncier et l'importance de le réserver quelque part à l'installation agricole, puisque le foncier agricole, c'est pour, a priori, la production agricole, et nous sommes tous d'accord avec ça. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais citer un exemple qui va sûrement vous parler, monsieur le rapporteur, puisqu'il concerne notre département et particulièrement la commune d'Adrier. À Adrier, en ce moment, il y a une exploitation de 650 hectares à vendre, et le candidat, qui a été retenu a priori pour la SAFER, veut acheter cette exploitation 4,5 millions d'euros, ce qui fait à peu près 7 000 euros l'hectare, dans une zone où l'hectare est à 3 500 euros, puisque c'est une zone de pâturage, c'est une zone d'élevage extensif. Je vous passe les détails, mais le projet, c'est des éoliennes, un enclos de chasse, des panneaux photovoltaïques. Cette exploitation correspond à 10% de la commune. Tout ça pour vous dire que, sans régulation, on voit des grandes exploitations comme celle-ci qui ne sont pas réservées à l'installation, mais qui vont à des projets énergétiques. Et aujourd'hui, malheureusement, il semblerait que les SAFER ne soient pas en capacité de réagir et de faire quoi que ce soit pour empêcher ça. Je vous remercie. Je vais pouvoir mettre aux voix cet amendement. Donc, il y a un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous en arrivons au 3983. Monsieur Topiac. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui vise à rappeler les spécificités des Outre-mer et notamment les contextes locaux propres à chaque territoire ultramarin en termes de géographie et de démographie. Il est sur le terrain extrêmement difficile pour un jeune agriculteur de s'installer, notamment hors cadre familial, et en particulier de faire face à un ensemble de résistances locales tant formelles qu'informelles. Je porte là la parole de ma collègue Nathalie Bassire sur cet amendement.
Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur Topiac, j'entends le réflexe outre-mer mentionné tout à l'heure par le président Chassaigne, mais dans ce cas précis, il ne faudrait pas que cet amendement empiète justement sur les compétences des territoires ultramarins en matière d'installation et de transmission d'exploitations agricoles, puisqu'elles l'ont. Donc les orientations que nous définissons ici concernent également évidemment les territoires ultramarins, sans qu'il soit bien sûr question d'ignorer chacune de leurs spécificités. Avis défavorable. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je voudrais juste rappeler, faisant écho à ce que dit votre rapporteur, parce que là on vient en fait empiéter dans des compétences qui sont dévolues par la Constitution à ces collectivités-là, et rappeler quand même, ça fait écho aux préoccupations du président Chassaigne et d'un certain nombre de membres de son groupe sur les sujets ultramarins, que nous avons rajouté un élément à l'article 1, qui est assez explicite, me semble-t-il, c'est pour ça que je crois assez bien écrit. La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des Outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux, environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'Outre-mer en soutenant leur accès au marché, la revenu des agriculteurs, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration de filières organisées. On parle de formation, de renouvellement des générations, la demande alimentaire locale par des productions locales, notamment en s'appuyant sur les filières de diversification. Bref, et c'était sur votre sollicitation d'ailleurs, Monsieur le Président Chassaigne, on a bien mis plus préservation et pleine mobilisation de la surface agricole utile. On a dans l'article 1 quelque chose qui évidemment vient infuser l'ensemble des politiques, puisqu'on est dans le code rural et le cœur du dispositif. Et c'est pour ça que je demande un retrait sur cet amendement, parce que je trouve que ce qu'on a écrit en l'article 1 est beaucoup plus global, beaucoup plus respectueux des prérogatives de chacune des collectivités et tient compte à juste titre, parce que ça ne l'était pas assez sans doute au démarrage, des spécificités ultramarines. Donc c'est une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Topiac, est-ce que vous maintenez votre amendement? Oui. Madame Genevard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Pardon pour Monsieur Topiac, je ne vais pas réagir sur cet amendement, mais sur celui qui précédait. C'est quand même savoureux d'entendre un député écologiste s'émouvoir du fait qu'on convertisse des terres agricoles à des fins d'énergie renouvelable. C'est précisément ce que vous avez toujours défendu et ce que nous combattons. Il n'est pas possible de convertir de la terre agricole pour y installer des éoliennes et des panneaux photovoltaïques au sol. Alors voilà, vous êtes pris à votre propre piège. Je vous remercie. Madame Batho, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Madame Genevard, pour avoir fait tous les débats sur la loi d'accélération sur les énergies renouvelables, le groupe écologiste ici présent a déposé tous les amendements contre l'occupation, l'utilisation, la conversion des surfaces agricoles en agrivoltaïsme, de même pour les espaces naturels. C'est factuel, vérifiable. Vous prenez le journal officiel de la République française, le texte des amendements. Notre position, elle est cohérente et elle est constante. Alors, je vais pouvoir passer au vote de cet amendement 3983 qui a reçu un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1945. Monsieur Potier, est-ce que vous êtes d'accord pour une présentation commune avec le 1944? J'allais vous la proposer, Madame la Présidente, C'est dans l'esprit parfait, d'une accélération qu'on souhaite tous pour finir dans les temps requis. En fait, on assiste aujourd'hui, sur la question du foncier, à une immense dérégulation. J'étais invité il y a quelques années de l'Académie d'agriculture pour la partie, on parlait de la région Île-de-France, et j'évoquais le fait qu'un hectare sur 3 aujourd'hui échappait aux régulations communes des règles de la République. Et les académiciens qui étaient réunis m'ont dit, mais pas du tout, c'est dans la région parisienne, le bassin parisien, c'est 1 hectare sur 2. Et on peut s'interroger quand même dans une République quand quasiment, dans certaines régions, c'est pas vrai partout, c'est pas vrai dans les régions plus pauvres, avec moins de compétition, mais dans toutes les zones à fort potentiel, la compétition est redoutable. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la République quand une partie des affaires échappe à la règle commune? Donc il y a vraiment un sujet. On connaît par cœur, nous connaissons par cœur, c'est tout à fait documenté. Il y a eu une mission d'information en 2014 et toutes les missions d'information du Sénat, de l'Assemblée disent la même chose, le CESE dit la même chose. On assiste à 3 phénomènes qui se cumulent et qui sont articulés les uns avec les autres. Le premier, c'est celui du phénomène sociétaire qui est trop peu régulé, même s'il y a une esquisse, mais qui est trop peu régulé par la loi Sans Passe-Tout. Des démembrements de propriété
qui reviennent en puissance, notamment dans l'ouest de la France, mais pas seulement, comme un phénomène de contournement des politiques de structure. Et puis des dysfonctionnements qui ont été pointés tout à l'heure par André Chassaigne entre les services des CDOA et parfois des DDT, donc des services préfectoraux, et le travail que font les comités techniques des SAFER. Donc on est dans je rajouterai le travail délégué qui échappe totalement à la régulation et même à l'information. La proposition que nous faisons à cet instant, faute de pouvoir réparer l'ensemble de ces dispositifs comme nous le souhaitions, parce que nos amendements n'ont pas été recevables, je dis que sur chacun de ces points, des réformes factuelles, précises, qui ne coûtaient pas 1 euro, auraient pu être réglées définitivement dans cette loi. Dans l'attente d'une grande loi foncière et d'une nouvelle architecture, nous aurions pu faire ce travail immédiatement, parce que nous connaissons le mal et que nous pouvons l'identifier et le régler par la loi. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Cet amendement, qui a une forme de repli, dit qu'il n'y a pas de politique publique sans métrique. Et cette métrique, elle passe par un observatoire national des exploitations du foncier et des immeubles qu'il nous faut consolider. Il y a des bases de données nationales, mais il faut les consolider. Et que, à partir des SAFER ou d'un autre instrument, peu importe, nous pouvons avoir la même déclinaison à l'échelle régionale. Il n'y a pas de politique publique qui ne se pose pas sur un objectif, c'est ce que nous avons défini. Elle doit s'appuyer sur une métrique, une capacité d'évaluation. C'est ce que proposent sous différentes formes ces amendements, le premier étant le plus complet. Et je vous invite, en cohérence avec ce que nous avons défendu avant, à le défendre. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur, vos avis sur ces amendements. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Potier, alors sur la partie orientation, il me semble que l'amendement adopté ensemble hier soir répond pour partie, et ensuite, vous proposez la mise en place d'un registre national des exploitations agricoles. Je vous signale qu'un registre des actifs agricoles a existé et a été remplacé en 2023 par le registre national des entreprises qui inclut les entreprises agricoles. Plus spécifiquement sur l'installation et la transmission, nous créerons dans le futur article 10 le répertoire unique où elles seront toutes concentrées. 2, vous proposez la création d'observatoires régionaux des marchés fonciers ruraux. Est-ce qu'on est bien certain de vouloir créer de nouvelles entités pour réguler le foncier? Il ne faudrait pas, vous parliez justement de lisibilité, que rajouter de la complexité et de l'illisibilité à cet ensemble de marchés. On peut espérer que ce qu'on est en train de construire avec cette loi d'orientation agricole, où tout sera dans un guichet unique, géré dans chaque champ d'agriculture par le répertoire unique de toutes les transactions, permette de donner cette lisibilité. Avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Même avis. Même avis, Monsieur Potier. Pour la fluidité des débats, je vais retirer, si on est d'accord, tous ceux qui ne sont pas sur le scrutin public, parce que c'était des variantes et que ça semble mal parti, qu'on se prononce simplement sur le scrutin public. Si vous êtes d'accord, Madame la Présidente, je retire les 2 autres. Je vais simplement répondre à Monsieur. C'est très technique, monsieur le rapporteur. Je ne vais pas rentrer dans un débat trop fastidieux, mais les répertoires actuels ne répondent pas à ce souci de transparence. Et tous les observateurs, les préfets, les DDT que vous interrogez, les directeurs de SAFER, vous diront que par le phénomène sociétaire notamment et par le phénomène des holdings, ils n'ont pas une transparence de l'ensemble des marchés. Nous n'avons aucune information sur la puissance du travail délégué, qui est une forme par l'usage de concentration tout aussi puissante que l'accès à la propriété. Bref, nous sommes aveugles dans une politique que nous entendons réguler. Mettre la transparence est la base de la démographie. Cet observatoire qui peut être amélioré, affiné, fait à l'économie, est la base d'une politique publique sérieuse qui veut, par une documentation partagée, transparente, permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Si Monsieur le Président Mattei, vous avez la parole. Il me semble que nous avons les outils pour répondre à votre amendement. Simplement, il faut un peu de cohérence. Vous parlez de bénéficiaires effectifs. Nous avons les outils des bénéficiaires effectifs qui existent dans toute société. Vous parlez de sociétés holding. Ces holdings sont soumises à la réglementation des bénéficiaires effectifs qui concernent surtout les entreprises commerciales, mais qui peuvent aussi concerner les entreprises agricoles. On a le cadastre, on a tout un tas d'éléments, on a les déclarations PAC. Donc tout ça peut être regroupé. Et dans le cadre, je dirais, du guichet unique et de ce qui sera mis en place, je pense qu'on pourra... Effectivement, je pense que ça va dans le bon sens, mais il me semble qu'on a aujourd'hui tous les éléments. On a un problème plutôt de gestion de ces outils, d'organisation de ces outils. Voilà. Je pense que cet amendement n'est pas utile en l'état, mais je pense que c'est intéressant qu'on laisse débat dans l'hémicycle parce qu'effectivement, vous pointez une réalité, un vrai problème. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Donc votant 100 exprimé 69, majorité 35 pour 29, contre 40. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en arrivons au 3906. Madame Trouvé, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc il s'agit d'un amendement qui vise à donner des objectifs au plan stratégique national qui, vous le savez, est la ventilation en France, l'application en France de la politique agricole commune. Hier, je crois, Monsieur le Ministre, vous disiez « Ah, mais ce qui importe, c'est le plan stratégique national » en parlant des objectifs du bio. Mais dont acte. Oui, le plan stratégique national est important puisque, vous le savez, la PAC, c'est 9 milliards d'aides par an aux agriculteurs, c'est 25 000 € par bénéficiaire, c'est la quasi-totalité du revenu agricole pour un très grand nombre d'éleveurs. Et donc, oui, la PAC oriente très fortement, c'est sans doute la politique qui oriente le plus fortement en réalité les trajectoires agricoles, le développement agricole dans notre pays. J'en profite pour dire que ça fait des années que le groupe de la France Insoumise demande à ce que ce plan stratégique national soit discuté et décidé dans l'hémicycle, puisque je le rappelle, nous sommes les élus du peuple et nous avons à ce titre le besoin, la nécessité de pouvoir le décider. Deuxième chose, nous demandons justement dans cet amendement de revenir sur la logique de la PAC. Je rappelle que le groupe parlementaire européen dont fait partie la France Insoumise a voté contre la dernière réforme de la PAC, contrairement à tous les députés des groupes parlementaires européens de l'extrême droite, de la droite et de la Macronie. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne cesse de déréguler les marchés à travers de la politique agricole commune depuis 40 ans, depuis 92. Fin des prix garantis, fin des quotas, fin du stockage public, mais surtout parce que les aides qui viennent en soi-disant de compensation ne sont ni des aides aux revenus, ni des aides au prix, contrairement par exemple aux États-Unis qui, eux, au moins, versent des aides en fonction du revenu. Ce ne sont pas des aides non plus selon les services environnementaux rendus, mais surtout, ce sont uniquement des aides au capital foncier, des aides par hectare, et pas des aides à l'actif agricole, comme le demande par exemple Madame Trouvé. Et les JA et la coordination rurale et la Confédération. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Trouvé, nous nous éloignons encore une fois du sujet. Tout le monde est conscient de l'importance du sujet du revenu des agriculteurs. Vous y travaillez, nous aussi, et cette majorité et ce gouvernement, plus que tout autre auparavant, depuis 2018, les lois Egalim. Ce n'est pas le sujet ici. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la députée Trouvé, vous êtes en train de décrire le processus démocratique européen. Alors, vous êtes ultra minoritaire sur la définition de la PAC, il faut que vous l'acceptiez. Et donc la PAC, elle est définie au niveau européen par une assemblée de gens qui sont élus comme vous et qui vont être élus prochainement, si j'ai tout bien compris le film. Et donc, il faut que vous respectiez les procédures. C'est au niveau européen que se définissent les grandes lignes de la PAC et pas ailleurs. Et donc, c'est vraiment, franchement, inopérant ce type d'amendement et c'est donc un avis défavorable. Je vous remercie. Madame Trouvé, vous avez la parole. Monsieur le ministre, je pense quand même que vous devez la vérité à chacune et chacun quand même. On est bien d'accord que la politique agricole commune, certes, il y a un cadre défini au niveau européen, mais qu'en fait, elle est, vous le savez, de plus en plus renationalisée. Et que donc, en fait, la France, comme tous les États membres, ont d'énormes marges de manœuvre sur la façon dont la PAC est décidée, les montants qu'on distribue suivant les aides, quelles aides on met en place, quelles conditions d'éligibilité des aides, vous le savez très bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'États membres qui font voter l'application nationale de la PAC par leurs assemblées nationales. Vous décidez de passer outre l'Assemblée nationale pour ne pas le mettre en débat et ne pas le faire décider par l'Assemblée nationale. C'est une chose. Deuxième chose, je suis inquiète, monsieur le rapporteur, quand vous dites que c'est hors sujet. Qu'on l'entende donc, la PAC serait hors sujet sur le renouvellement des générations agricoles, c'est ça? Je veux dire, les 9 milliards d'aides de la PAC par an et la façon dont la France décide de les verser, c'est hors sujet pour discuter d'installation, de renouvellement des générations agricoles? Non, alors là, franchement, les bras m'en tombent. Je vous remercie. Monsieur Dive, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Deux remarques. La première, qu'est-ce que change la réforme de la PAC qui a été adoptée au Parlement européen? Trois grands principes qu'on peut retenir. Premièrement, c'est donner un peu de latitude aux États membres au travers du plan stratégique national. C'est quand même pas mal d'ailleurs d'avoir un peu cette latitude. Deuxième point, et c'était un des arguments de la réforme de la PAC,
accompagner plus finement et au mieux les petites exploitations. Et troisième point, accompagner la transition agricole. Donc quand j'écoute la collègue Trouvé nous dire que son groupe au Parlement européen est le seul à s'être opposé à la PAC, elle s'est donc opposée, à la latitude donnée aux États membres de définir plus finement la PAC dans leur territoire, 2, à la logique même d'accompagner plus finement les petites exploitations, et 3, la transition agricole, ce qui est un manque cruel de cohérence. Pour autant, moi je la rejoins sur le dernier sujet qu'elle a relevé, c'est celui de débattre ici, dans cette enceinte, du PSN. Puisqu'on a l'opportunité de pouvoir, aujourd'hui, être un peu plus maître ou un peu plus décideur dans leur réorientation qu'on veut faire de la PAC à l'échelle nationale, que ce soit d'ailleurs le bon équilibre à trouver entre les grandes cultures, l'accompagnement des agriculteurs en grande culture et les éleveurs, et notamment celles et ceux qui se retrouvent en zone de montagne, et notamment celles et ceux qui sont, on a déjà eu ce débat, monsieur le ministre, celles et ceux qui sont tributaires de l'ICHN, c'est de pouvoir avoir ce débat, pas uniquement un débat autour ce qu'on appelle vulgairement ici les projets de loi d'addu, d'adaptation, non, d'avoir un vrai débat sur le PSN et quelle orientation on souhaite porter. Et je pense que là, pour le coup, on serait sur un vrai débat d'orientation agricole. Je vous remercie. Je vais donc procéder au scrutin. Je vous rappelle le double avis défavorable qui a été donné par la Commission et le gouvernement. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 104, exprimé 98, majorité 50, pour 28 contre 70. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en arrivons en 1963. Monsieur Potier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Moi, je vais m'inscrire dans les pas de ce que Aurélie Trouvé et Julien Dive viennent de dire. Un débat, ou l'esquisse d'un débat en tout cas, en vue du PSN n'est pas absolument pas décalé. Si on ne peut pas parler au fond du foncier et des aides de la PAC, on est quand même, il nous manque au moins 2 leviers majeurs pour une politique d'installation. Moi, je voudrais savoir, cet amendement qui clairement sera d'appel vise à dire 2 perspectives de ce que pourrait être une réforme du PSN. Un sur l'agroécologie, l'autre sur la politique sociale. On avait instauré en 2013, dans la PAC, la capacité à faire des aides différenciées pour les 52 premiers hectares. C'était le chiffre médian de la surface des exploitations en 2013. En 2023, on est passé à 69 hectares, presque 70 hectares. Vous voyez la progression de la taille moyenne des exploitations. Cet amendement, il dit que, dans le cadre d'une réforme du PSN, réenvisager de passer à 10% des enveloppes de bonification pour ceux qui sont égales ou inférieures à la surface médiane est une manière, comme le cumul des aides à partir d'un certain nombre d'hectares, sont des moyens puissants de favoriser une politique d'installation. Si chaque fois que vous agrandissez, même en dehors du schéma des structures et même en contournant cette politique des structures dont on a vu qu'elle était très défaillante, vous êtes récompensé par la PAC avec des primes supplémentaires, tout ce qu'on dit dans cet hémicycle est un peu vain. Donc réintroduire dans le PSN un plafonnement des aides et une régulation des aides en fonction de la surface médiane qui pourrait être actualisée à 69 hectares, c'est un levier absolument majeur. Et ça, il demande simplement de la volonté politique. On a stoppé les 10% sur un mouvement d'humeur du monde paysan à un moment donné. On n'a pas rendu service au monde paysan. Mettre 20% changerait la donne dans la construction des revenus agricoles, réduirait les inégalités de revenus agricoles qui sont une forme de tabou dans notre débat. La deuxième proposition, et je ne serai pas plus long, vise à aligner les objectifs de HVE sur les objectifs d'Ecophyto. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est une anomalie qui pourrait être corrigée dans le cadre à la fois du nouveau plan Ecophyto et d'une nouvelle ambition du PSN. Cet amendement, vous le voyez bien, vise à dire que le PSN est un élément capital et que nous devons avoir un vrai débat démocratique dans cette Assemblée sur ce sujet. Merci. Vous avez présenté le 1963, 2302 et 2303, c'est ça, monsieur Non, Potier ? uniquement le premier, les 2 autres, je les ferai ensemble brièvement, s'il vous plaît. Alors, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc sur les 2302 et 2303, c'est ça Monsieur Potier ? Alors non, c'est le 1963, monsieur le rapporteur. Uniquement ? Uniquement, oui. Donc vous avez beaucoup d'amendements ici qui proposent de refaire toute la politique d'installation dans les 10 prochaines années. Sur les 2 points que vous avez évoqués maintenant, c'est-à-dire révision du plan stratégique national pour la PAC, il n'y a pas besoin de loi pour cela. C'est pas le sujet en tout cas de cet article, ni de la loi. Et la réforme du cahier des charges de la certification HVE, oui,
il y a beaucoup de débats là-dessus, il y a beaucoup de positions, mais c'est encore une fois pas le sujet. Le gouvernement travaille sur l'ensemble de ces questions et il mobilise des moyens à un niveau jamais connu jusqu'ici, mais peut-être que le ministre en dira plus. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Non, pas tellement plus, même si la vérité, c'est que le PSN est un outil. Ce que vous voulez mettre en valeur, ce que vous avez même dit vous-même que c'était un amendement d'Apple, c'est l'importance du PSN et de la révision à mi-parcours du PSN. Je me tiens à la disposition de la Commission pour qu'on en parle, mais enfin, ce n'est pas l'objet d'un projet de loi. Je ne sais pas si vous le savez tous d'ailleurs, et vous, les deux qui se sont intervenus en particulier, une négociation de PSN, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est un aller-retour permanent avec la Commission européenne. Donc, il ne faut pas faire semblant de voir comment la façon se passe. Ça n'empêchera pas que je sois à votre disposition pour qu'on en parle au moment où viendra la révision. Avis défavorable sur cela et tous ceux qui vont suivre. Je vous remercie. Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Oui, merci. C'est vrai que le plan stratégique national est un sujet à prendre en compte. D'ailleurs, je travaille actuellement avec Nicole Lepay pour la Commission des affaires européennes de notre Assemblée à une mission d'information qui va être suivie d'un rapport que nous allons sans doute livrer milieu juin sur le plan stratégique national tel qu'il est mis en œuvre dans différents États de l'Union européenne et tel qu'il est décliné par les choix qui ont été faits en France. Bon, je ne veux donc pas développer là-dessus. On fera des recommandations parce qu'on est sensible à toutes les questions qui peuvent être posées. Peut-être un seul point que je voudrais dire. Ce qui est important, disons 2 points. Le premier, c'est le risque, avec les plans stratégiques nationaux, d'aboutir à une forme de renationalisation de la politique agricole commune. Il faut qu'on soit extrêmement attentif à ça. Ça va créer ensuite, si c'était le cas, je ne dis pas que c'est le cas, mais il y a un risque, ça peut aboutir à des distorsions de concurrence. On le voit notamment d'ailleurs, et il y a des propositions qui ont été faites par la commission d'enquête sur les phytosanitaires, sur des applications qui peuvent être diverses d'un pays à l'autre, avec les conséquences économiques que ça a. La deuxième chose qui est important, est-ce que le plan stratégique national, tel qu'il est décliné dans notre pays ou dans d'autres pays de l'Union européenne, permet de servir de levier pour aller vers une agriculture différente, vers l'agroécologie? C'est ça le fond du problème. C'est pas facile. L'Allemagne a fait des choix qui sont des choix différents des nôtres pour que ce levier soit actionné au maximum. C'est une forme d'échec par rapport à ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui. J'estime que, pour ma part, que le choix a été insuffisamment fait au niveau de la France, que ce levier-là, et beaucoup d'économistes, notamment l'INRAE, nous le font valoir. Je pense que le levier français a été insuffisamment actionné, mais je pense que c'est un débat que l'on aura et on reviendra là-dessus dans les recommandations de la mission d'information qui nous était confiée. Je vous remercie. Alors, j'ai Monsieur Topiac et ensuite Monsieur le Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement que le groupe Eliott va soutenir et je voulais saluer la partie qui concernait le système assurantiel et la nécessité d'un accompagnement plus fort par une expérimentation pour une évolution des pratiques agricoles. Aujourd'hui, je constate, y compris sur mon territoire du Gers, la difficulté d'une part pour l'agriculture de s'adapter au changement climatique qui amène des aléas de plus en plus fréquents et dévastateurs pour nos récoltes, et de notre côté, non seulement une demande des consommateurs, une attente sociétale de plus en plus forte sur du bio ou du HVE. On n'a pas cette possibilité aujourd'hui de sécuriser des revenus et des productions agricoles en ayant les deux aléas climatique de notre côté et demande de la consommation et atteinte sociétale de l'autre. La réforme du système assurantiel doit permettre de sécuriser nos agriculteurs, de leur permettre de faire cette transition. Et dans les pistes que nous devrons évoquer dans les mois à venir sur le système assurantiel, on l'a déjà évoqué hier, c'est la moyenne olympique dont il faudra réformer le système, c'est peut-être la réflexion autour d'une assurance obligatoire, c'est peut-être aussi une assurance autour d'un chiffre d'affaires par hectare. Je crois qu'il faut ouvrir le débat. Je me tiens à la disposition, Monsieur le Ministre, pour évoquer le sujet. Je vous interpelle régulièrement parce que le Gers a été très touché ces dernières années sur son vignoble entre le gel, la grêle et le mildiou qui n'a pas été assuré. Donc je tiens vraiment à ce que le sujet puisse être évoqué l'année prochaine, au moment où on pourrait évaluer la dernière réforme du système assurantiel qui est en œuvre depuis début 2023. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Une fois, j'allonge un peu les débats, mais c'est vrai que le sujet du PSN est un sujet important et vous avez eu raison de rappeler, Monsieur Chassaigne, que vous y travaillez avec votre collègue Lepay. Et rappeler aussi ce qu'a dit Monsieur Diff sur cette question-là, qui est une question importante. Alors, oui, je suis comme vous à me défier de l'idée qu'on ait des PSN qui soient trop discordants les uns avec les autres, parce qu'on crée nous-mêmes des distorsions qu'on viendra après les uns et les autres critiquer en disant le système est plus restrictif, qui en Italie, qui en France, qui en Allemagne.
Et on a besoin, c'est une politique agricole commune, c'est le premier budget de l'Union européenne, on a quand même besoin dans un marché unique, dans un marché commun, de ne pas créer artificiellement ou de laisser la voie ouverte à artificiellement créer des distorsions. Et il y a un grand risque là-dessus, me semble-t-il, et c'est sans doute un des premiers points qu'il faudra défendre au niveau européen, que ça ne soit pas chacun fait sa petite cuisine dans sa petite casserole, si vous me permettez cette expression un peu hasardeuse. Sinon, on va se retrouver dans quelque chose qui sera plus, il va manquer commune. Or, la force de la politique agricole, c'est qu'elle soit commune, dans des orientations qui doivent être à peu près les mêmes en termes de transition, en termes de production, en termes de souveraineté, en termes de sécurité alimentaire. Sinon, notre affaire sera assez vaine. Et donc, vous avez raison. Deuxième élément, vous avez raison de souligner que le choix du PSN de nos amis allemands était un PSN extrêmement restrictif d'accès, en particulier aux éco-régimes. Résultat des courses, personne n'y est allé. Ils sont face à une vraie difficulté, c'est celle de la sous-consommation majeure de leur crédit. Nous avons fait le choix d'un modèle plus intégratif, en disant on essaie d'embarquer tout le monde, et ça a été même au-delà, ce qui a expliqué que les paiements soient moins élevés que prévu. Ça a été très important de ce point de vue-là. Et donc on a besoin de voir comment réagissent aussi, et ça sera intéressant, et je trouve que votre travail sera sans doute très intéressant, de regarder dans le parangonnage, comme on dit, pour ne pas faire de mots anglais, de regarder ce qu'ont fait les autres États membres et ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est un élément très important. Troisième chose, je voudrais répondre à M. Topiac, je pense qu'on a besoin aussi, alors c'est à la fois dans l'évaluation à mi-parcours des PSN et de la PAC, et puis dans la future PAC, on a besoin de penser les systèmes qui soient des systèmes assurantiels au sens général du terme. Il y a ce qu'on travaille tout de suite, c'est sur la question de la moyenne olympique, plusieurs d'entre vous m'ont déjà évoqué cette question. Je souligne, M. Topiac, et vous l'avez peut-être voté d'ailleurs vous-même, que nous avons une réforme assurantielle qui est déjà sur la table, avec plusieurs centaines de millions d'euros supplémentaires qui ont été mis et qui a trouvé, comment dirais-je, un écho auprès des agriculteurs, puisque c'est plusieurs centaines de milliers d'hectares supplémentaires qui sont couverts dès 2023 et qui seront couverts de nouveau en 2024. Simplement, on commence à en voir... Enfin, il faut quand même dire ce qu'on a fait aussi, parce que sinon, on a l'impression qu'on part de rien. On a fait sans doute la réforme la plus profonde du système assurantiel depuis 20 ou 25 ans. On voit les biais. Quand il y a des crises à répétition, quand il y a la moyenne olympique, quand il y a d'autres sujets. Et donc c'est là-dessus qu'il faudra aussi travailler, parce qu'on a besoin de préserver les agriculteurs de aléas dont on parle depuis le début de nos travaux, qui sont les aléas climatiques. Et donc ça fera partie, peut-être pas seulement du mi-parcours, mais surtout dans la réflexion que nous devons avoir sur les questions d'assurance revenu, assurance récolte, assurance, enfin bref, ce qu'on veut, pour faire en sorte que les agriculteurs, après 3 accidents climatiques, ils ne soient pas dans la situation de ne pas pouvoir s'en remettre, au fond. Et donc ça, c'est un travail que je partage avec vous. Mais disons quand même qu'on a un système assurantiel qui a permis, pour les systèmes prairiaux, pour la viticulture de consolider, pour les grandes cultures de consolider, on a encore un travail à faire sans doute sur l'arboriculture, où là, on a du mal à ce que les choses prennent, et il faut qu'on y travaille, et on y travaille avec les assurances. Je vous remercie. On va pouvoir passer au vote. Je vous rappelle, c'est un scrutin public. Donc c'est un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc votant 101 exprimé 98, majorité 50 pour 29 contre 69. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en arrivons au 2302 et c'est là que vous faites la présentation commune avec le 2303. Tout à fait, Madame la Présidente. Je vous remercie. Nous aurions aimé, monsieur le ministre et Monsieur les membres de la majorité, qu'on puisse aborder dans cette PLOA la question des organisations agricoles. La force du monde agricole, quand on regarde la trajectoire, l'épopée des années 60, ça a été les collectifs de coopération pour la commercialisation, collectifs pour l'étude et l'expérimentation, c'est les CETA, les GVA, et c'est des collectifs autour des coopératives d'utilisation du matériel agricole qui ont permis l'arrivée de la mécanisation de façon partagée. Or, tous ces collectifs aujourd'hui sont en panne parfois de sens, d'instruments juridiques, de définition, de soutien budgétaire. À l'heure où vous vous apprêtez à rouvrir un chapitre sur les questions de fiscalité, est-ce qu'on va accompagner les plus privilégiés pour continuer à être dans une logique de capitalisation et qu'on va effacer l'ardoise de la fiscalité? Ou est-ce que nous pouvons nous servir, comme nos aînés l'ont fait dans les années 60, 70, 80, de la fiscalité pour encourager les systèmes vertueux, ceux qui permettent l'égalité des chances dans l'exercice du métier de paysan, ceux qui permettent l'économie agricole fondée sur l'économie de l'amont, autant que sur la performance en aval. En cela, nous avons travaillé depuis plusieurs années avec les CUMA, avec les CIVAM, avec les groupes de développement, le besoin d'une nouvelle définition de l'agriculture de groupe.
depuis les années 60, dans le code rural, rien n'a été actualisé. Et à travers un dialogue et sur une proposition de loi qui a été co-signée par de très nombreux parlementaires, nous avions simplement dit que, et ça avait été adopté dans la loi Egalim, monsieur le ministre, dans la loi Egalim sous Stéphane Travert, elle avait été adoptée. C'est le Conseil constitutionnel qui l'avait simplement supprimée. Donc ça ne coûte rien, mais ça donne simplement une définition juridique qui permet d'avoir des politiques fiscales et budgétaires adaptées le cas échéant. Et cette définition de l'agriculture de groupe, elle est très simple, elle a été co-construite. L'État se donne comme objectif de définir l'agriculture de groupe constituée de collectifs composés d'une majorité d'agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles. Cette définition permet d'orienter les politiques budgétaires et fiscales et réglementaires qui contribuent à développer cette forme d'organisation triplement vertueuse sur le plan économique, sur le plan social et je dirais simplement sur le plan psychologique, c'est-à-dire de la solidité face aux épreuves et aux défis qui seront ceux de l'agriculture pour demain. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Potier, donc vous vous proposez de définir dans cet article l'agriculture de groupe. Se fixer un tel objectif ne me semble pas une véritable orientation de politique publique. Différentes formes de ce qu'on appelle communément l'agriculture de groupe, vous les avez rappelées, hein, peuvent être mobilisées pour favoriser l'installation de nos agriculteurs. Ce sont les formes de société civile agricole que nous connaissons, le GAEC. Vous dites que ça ne fonctionne pas, il y a beaucoup de GAEC qui fonctionnent bien. Le ARL, le GFA, vous avez mentionné les coopératives agricoles. Je ne vois donc pas vraiment l'objet de votre amendement dès lors que toute cette batterie d'installations collectives existe historiquement dans notre pays depuis plus de 60 ans. Non, pas cette fois. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Enfin, je comprends pas très bien cet amendement. Enfin, je comprends ce que vous voulez faire, c'est-à-dire qu'on puisse travailler. Mais ça m'arrive de ne pas comprendre, vous savez. Des fois, je suis un peu lent. Parce que vous demandez à ce qu'on fasse, que l'État propose une définition et vous faites une définition. Alors, je comprends. C'est pas la peine de faire un amendement dans lequel vous proposez à la fois de faire une définition, vous en donnez une assez bonne, d'ailleurs, que je partage globalement. Et deuxièmement, en fait, le sujet important que vous avez, c'est plutôt quelles sont les politiques fiscales. Mais ça, c'est le débat qu'on a et l'amendement qu'on a voté dans lequel on disait qu'on allait regarder les outils fiscaux. Donc, je ne comprends pas très bien et donc c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Potier, vous avez la parole. Pardon ? Oui, vous avez la parole, monsieur Merci, Potier. Madame la Présidente. Je vais juste redire qu'on fait un bond en arrière parce que dans la loi Egalim, ça a été adopté à l'unanimité. Unanimité. Le ministre Travers s'en souvient très bien. Ça a été adopté parce qu'il semblait à tout le monde qu'il y avait un vide juridique, non pas sur les GAEC, on ne s'est pas compris, monsieur le rapporteur, non pas sur les coopératives, vous n'avez pas compris la question, c'est bien sur les groupements agricoles territoriaux. C'est quelque chose qui est demandé par les CUMA, par les CIVAM, qui est demandé par la FNGEDA. Ils disent aujourd'hui qu'il nous manque un objet juridique. Et, monsieur le ministre, vous semblez allant pour favoriser une fiscalité des mesures réglementaires et budgétaires en la matière, mais sans objet juridique, comment voulez-vous les cibler ? Donc c'est bien cette définition qui a été bâtie, qu'elle soit imparfaite et que l'amendement lui-même pourrait être recevable et fait appel à la compétence de l'État pour la définition. Vous comprenez bien que c'était juste une question d'habileté. Mais je suis déçu que sur le fond, nous ne donnions pas droit à ces paysans qui se donnent la main parfois avec d'autres ruraux pour relever des défis en commun. Franchement, accompagner ça, c'est quand même mieux que de faire une fiscalité pour quelques privilégiés et pour permettre encore une fois l'exercice du métier pour tous. On ne va pas accueillir 200 000 paysans demain si ce sont des individualistes qui sont en compétition les uns contre les autres. Donc par une simple définition juridique, nous pouvons privilégier une forme d'organisation vertueuse. Je vous remercie. Monsieur le Président Mattei, vous avez la parole. Oui, je pense que la question abordée par notre collègue Potier est intéressante. Effectivement, c'est l'organisation de l'agriculture de groupe. Les CUMA, on voit bien d'ailleurs en fonction des installations des CUMA, les aides qu'elles peuvent avoir et autres dans certaines régions. Moi, j'ai l'exemple dans ma région où j'ai une enclave territoriale, la région Occitanie qui est dans la région Nouvelle-Aquitaine, et le siège de la CUMA est installé parce que les aides sont plus intéressantes en Occitanie, alors qu'on est à quelques kilomètres, donc on a un problème de territoire. Mais il me semble ce que vous abordez, et on le voit avec la difficulté des GAEC, ces structures par rapport à l'Europe. Comment on les organise. Donc il faut être très prudent sur la réflexion sur l'organisation de l'agriculture de groupe par rapport aux aides d'ailleurs européennes et autres. Moi je sais que les GAEC sont une des structures particulières françaises qui n'existent pas au niveau européen, qui posent quelques difficultés. Moi je pense que ça mérite une réflexion à long terme sur la fiscalité aussi. Ça peut être, et on le disait tout à l'heure, un sujet PLF,
pourquoi pas, une réflexion de structuration, d'organisation d'entreprises qui pourraient organiser et mutualiser le matériel et autres, les savoir-faire et autres. Moi, tout ça, ça va dans le bon sens. Je pense que votre amendement n'a pas tout à fait sa place dans ce texte actuellement. Il l'aurait dans un PLF et une réflexion globale de l'organisation de l'agriculture de groupe. Voilà. On est sur des orientations, des tendances. Moi, je pense que ça mérite réflexion, mais je ne serai pas favorable à cet amendement à l'instant. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 2303, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 2465, Madame Bellucco, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Très rapidement, c'est juste un amendement de cohérence puisque nous avons réintroduit des objectifs d'installation ou de développement de la surface agricole utile en agriculture biologique. Nous proposons dans cet alinéa 5 de rajouter le fait que les fonds mobilisés dans le cadre de cet alinéa soient aussi pour l'installation en agriculture biologique sans que ce soit excluant et sans que ce soit prioritaire, mais c'est juste en cohérence avec ce que l'on s'est dit plus tôt dans le texte. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la députée Bellucco, oui, ça va de soi, comme vous venez de le dire. En commission, l'alinéa de l'article 8, on a déjà rajouté l'objectif transition écologique. Et après l'article 8, on va préciser les surfaces. Ça me semble satisfait. Avis défavorable ou retrait. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Même avis. Merci. Je vais le mettre au voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 4690 n'est pas défendu. Le 2703. Madame Ini, il est défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Monsieur le ministre. Même avis. Je le mets au voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Des amendements identiques. Le 1621. Monsieur Prudhomme, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Par cet amendement, on va aborder la question du portage foncier et comment il peut avoir un rôle pour l'installation des nouveaux exploitants et exploitantes agricoles. Aujourd'hui, on est face à une difficulté, c'est qu'on a une baisse de 20% du nombre de fermes, mais surtout, dans le même temps, on a une taille moyenne des fermes qui a augmenté de 25%. Donc on voit que c'est un problème de concentration. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, une ferme sur 10 est une société financiarisée. Donc il y a aujourd'hui une difficulté à agir à avoir une prise sur ces sociétés financières pour arriver à réguler l'accès au foncier. Donc en fait, ce que l'on a à proposer, et c'est aussi les discussions avec la FNSAFER qui nous font déposer cet amendement et puis avoir cette discussion, c'est qu'aujourd'hui, pour appuyer la transition de notre modèle et surtout la réinstallation et l'inversion de la courbe de la démographie dont on parle depuis hier, il faut redonner des moyens aux SAFER, des moyens financiers pour faire ce fameux portage et stockage foncier par ailleurs, qui doit permettre d'attendre que finalement des porteurs de projets soient mis en face des surfaces qui sont libérées. Donc pour ça, il faut qu'on ait du financement public, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas sur les SAFER. En tout cas, c'est devenu portion congrue aujourd'hui, puisque la majeure partie de leurs ressources sont le fait de leurs transactions, et donc ils ont effectivement une partie qui est aujourd'hui mineure de financement public, et puis qu'on leur donne surtout des objectifs, une feuille de route très claire sur les priorités. Ça revient à la discussion qu'on avait hier sur la diversification, sur quels critères on veut prioriser des installations, et ça c'est très important. En gros, on est encore face à cette question des modèles qui s'opposent. Nous, on veut donner des moyens à une structure ayant mission d'intérêt général, et le texte, en faisant référence aux investisseurs privés, veut faire la part belle, ou en tout cas ouvrir la porte en grand à ces investisseurs privés, dont la poursuite de l'intérêt général est aujourd'hui, pour pas dire pas avérée, plutôt très loin. Merci. Alors je vous indique que sur le vote de ces amendements 1621 et identiques, je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe de la France Insoumise qui est annoncée dans notre enceinte. Nous en arrivons à l'amendement 2704. Madame Igné, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement identique. Évidemment, bien que le portage du foncier libère
l'investissement nécessaire pour adapter le bâti, diversifier les productions et acquérir du foncier agricole, nous pensons qu'il est dangereux de laisser des investisseurs privés se charger d'en faire un nouveau marché. Il y a des citoyens, des citoyennes, des entreprises privées parfois qui peuvent participer à la transition en finançant des associations qui sont reconnues d'intérêt général comme Terre de Liens, qui gèrent le portage du foncier de manière non spéculative, qui gèrent du foncier sur des projets qui sont orientés vers des systèmes productifs agroécologiques, en apportant un appui qui est durable aux agriculteurs et aux agricultrices. Donc pour nous, c'est dangereux de laisser les terres agricoles aux mains d'investisseurs lambda qui ne sont pas reconnus par l'État. Vous reconnaissez les difficultés d'accès aux terres pour les porteurs de projets et le président annonçait sa volonté en 2022 d'aider les jeunes à s'installer et à lisser la charge pendant plusieurs années. Donc, on voit bien qu'il y a cette préoccupation majeure. Il y a une enveloppe de 80 millions d'euros sur 10 ans pour investir dans des structures de portage public ou privé, mais qui est dérisoire. C'est les chiffres de Terre de Liens qui disent que cela permettrait d'acheter que 1300 hectares par an, soit 0,1% des terres agricoles qui se vendent chaque année. Alors, et mon collègue Prudhomme l'a dit, la SAFER aussi, organisme sous votre tutelle, vous informe, vous alerte sur les dérives qu'il peut y avoir sur le foncier. Bon, merci. Pour le 4207, qui le présente, Madame Pochon, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Pour maintenir un prix accessible de la terre à nos jeunes agriculteurs, nous devons réguler le foncier et empêcher la spéculation sur les terres agricoles. Pour cela, nous devons soutenir des systèmes de portage du foncier qui soient publics et non spéculatifs. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer la mention des investisseurs privés à cet alinéa. La prise en compte des intérêts privés et court-termistes sur le sujet du foncier agricole et de la transition agroécologique est impensable. Il est encore plus impensable que les investisseurs privés puissent bénéficier de fonds publics destinés à soutenir le portage du foncier agricole. Ces fonds doivent venir soutenir l'intérêt commun en permettant de massifier l'installation d'agriculteurs nombreux et leur permettre de s'engager dans la transition agroécologique. Nous avons déjà eu le débat au moment du feu, l'article 12, sur les dangers de la financiarisation et de la spéculation des terres agricoles, donc je ne vais pas y revenir. Monsieur le ministre, pour nourrir nos concitoyens, il nous faut des paysans, pas des licornes. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. De ma collègue Hélène Laporte, cet amendement vise à supprimer la mention des investisseurs privés à l'alinéa 5. En effet, cet alinéa que nous avons introduit en commission a pour objet de mettre en place un système de portage foncier public destiné à une logique d'intérêt général. Un tel système est en conformité avec le modèle agricole français que nous avons choisi au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qui repose sur un tissu de petites exploitations protégées par la puissance publique. Dans un tel cadre, la mention d'investisseurs privés est incongrue et il est préférable de déterminer ici que l'aide publique et l'accès au foncier relèvent de l'État et des collectivités territoriales. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, je suis favorable à tous ces amendements. J'ai là, M. Chassaigne, envie de reparler de sauf cause, de colcause. Il y a un moment donné, et je suis un grand favorable du portage public, puisque c'est moi qui ai introduit dans ce texte l'appel aux banques des groupes des dépôts, banques des territoires et BPI. Donc, mais ça va ensemble. Donner la capacité de transférer le foncier à du privé en s'appuyant sur un portage public qui garantit justement les risques que prendront les banques ou d'autres investisseurs privés pour accompagner le changement de main des propriétés, c'est tout l'objectif du portage. Mais si vous voulez vraiment rater le portage, c'est dire ça appartient à l'État, c'est l'État qui possède tout et on met des fonctionnaires sur les différentes terres pour exploiter et qu'on paye avec un salaire. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que les fonds publics qui seront mis à disposition massifs, on l'a dit hier, il faut compter 1 à 2 milliards par an pour ce transfert sur les 10 prochaines années, servent à apporter, c'était un peu l'objectif du GFAI, du rapporteur général, avec les collectivités et les banques privées, puissent faire un partenariat
financiers publics-privés qui permettent cette transition de génération. Je sais que vous n'êtes pas d'accord sur le côté gauche, je sais que certains autres sont d'accord. Je crois qu'il ne faut pas opposer, surtout là, vous avez dit, Mme Pochon, si ce n'est pas public, c'est donc spéculatif. Non, il faut faire travailler ensemble les fonds là où ils sont pour pouvoir permettre d'installer des jeunes. On a tous le même objectif, c'est installer des jeunes. La massification d'un fonds Élan ou autre sera nécessaire parce qu'on aura besoin de fonds publics pour y adosser des financements privés. C'est dans cet esprit-là que j'ai voulu faire appel aux banques du groupe de la Caisse des dépôts après leur en avoir parlé. Mais l'objectif que les fonds soient apportés par l'État, les collectivités ou encore les SAFER, ça doit rester un effet de levier financier qui permette la transition des propriétés au cours des 10 prochaines années. Donc, avis défavorable à ces 4 amendements. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, en fait, j'ai du mal de bonne foi à comprendre parce que aujourd'hui, la propriété agricole française, enfin, il y a quelque chose qui m'a échappé où j'ai basculé dans une faille spatio-temporelle, elle est privée. Et elle n'est faite que d'investisseurs privés. Et quand j'entends dire que, par nature, les investisseurs privés, c'est-à-dire les centaines de milliers de propriétaires privés seraient court-termistes, à ne pas servir l'intérêt général, vous irez leur expliquer ça, compte tenu en particulier de ce qu'est le statut du fermage. Enfin, c'est une drôle de conception des choses que de penser que, par nature, le sujet privé, le mot privé serait derrière, vous verriez, des grands spéculateurs. La terre française, les exploitations françaises, elles appartiennent à des fonds privés. Je ne veux pas vous faire offense, c'est juste une réalité. Deuxième élément, vous nous dites qu'il faut que l'État investisse plus. Oui, c'est le fonds entrepreneur du vivant. C'est 400 millions d'euros, vous l'avez voté, pas tous, mais enfin, allez, disons que vous l'avez voté. C'est ma journée de bienveillance, enfin c'est ma fin de journée de ma vie, fin de matinée de bienveillance. Bon, 400 millions d'euros pour faire en sorte qu'à l'intérieur d'un fonds de portage qui va être déployé à partir du fin juin, début juillet, un certain nombre de structures dont les SAFER puissent le faire. C'est bien ça l'objectif. Mais à côté de ça, compte tenu des enjeux financiers qui sont les nôtres, il va falloir des fonds privés. Pardon de ce gros mot, je voudrais offusquer personne avec des gros mots, mais enfin quand même, c'est comme ça que ça va se passer dans le réel. Si j'étais un peu taquin, d'ailleurs je m'interroge parce que compte tenu du statut de l'association Terre de Liens, je ne sais pas si par nature vous n'excluriez pas cette association puisqu'elle est de nature privée. Et donc il y a quelque chose d'assez curieux. Vous êtes en train de dire à l'association Terre de Liens qu'elle ne pourra pas investir puisqu'elle est de nature privée. Mais continuez comme ça et à la fin, vous voyez, comme par le dogme, on finit par tuer toutes les velléités les plus bienveillantes. Donc il y a quelque chose qui vient contrarier à la fois une réalité. Vous êtes en train de priver un certain nombre de structures associatives de pouvoir investir puisqu'elles ont un statut privé. Vous n'allez pas faire le distinguo entre les gentils et les méchants parce que c'est un peu ça votre lecture des choses. Ou alors mettez un amendement, il y aura les gentils investisseurs privés et les méchants et on fera une liste. Il y aura un décret en Conseil d'État pour le préciser. Donc, c'est nous qui avons proposé, c'est ce gouvernement, c'est le président de la République qui a proposé ce fonds entrepreneur du vivant, personne qui vise à faire quoi? À mettre des moyens publics Mais vous aurez la parole, vous prenez aux côtés des collectivités locales pour faire en sorte, comment dirais-je, qu'on puisse avoir un effet levier aux côtés des investissements privés. Et je le dis aussi sur les bancs du Rassemblement national, je suis aussi un peu étonné parce que la structure agricole française, en faisant ça, vous faites comme si il n'y aura pas besoin d'apport de fonds privés. Mais franchement, c'est à mon avis une erreur très grave aussi. La réalité, c'est que ce n'est pas la puissance publique au travers ou de l'État ou des collectivités locales qui peut à elle seule faire ce qui se fait depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est-à-dire un subtil alchimie entre fonds publics, fonds privés et système de régulation. Et donc pour toutes ces raisons, c'est un avis défavorable parce que je vous garantis que là, on court très vite à la catastrophe si ces amendements étaient adoptés. Alors, chers collègues, j'ai 7 demandes de prise de parole. Voilà. Je vous propose, parce que chacun a envie de s'exprimer, que ça puisse être fait dans le cadre des 1 minute. Comme ça, tout le monde peut prendre la parole. Et ensuite, on passe au vote avant la suspension. Donc, je vous invite à pouvoir aller droit au but. Je suis sûre que vous en êtes certaine, Monsieur Chassaigne, vous allez nous donner l'exemple. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Bon, effectivement, dans l'analyse qui a été faite par Monsieur le Ministre, il oublie un mot, il oublie le mot investissement.
investisseur. On n'est pas opposé au privé. Effectivement, un citoyen qui peut avoir au niveau participatif apporter de l'argent comme c'est dans Terre de Liens, pourquoi pas? Vous avez la SAFER qui avait monté un fonds de partage, mais je crois que le gouvernement l'a bloqué ensuite, le fonds Élan, avec par exemple la possibilité de faire appel, pourquoi pas, si c'est bien encadré, à des banques mutualistes. Dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, on peut concevoir qu'il puisse y avoir du privé, mais pour autant, le gros problème, c'est investisseur. Or, un investisseur, excusez-moi d'avoir cette expression un peu triviale, mais j'ai jamais vu, dans ce cas-là, un investisseur qui faisait l'amour à l'œil, si on peut dire. Hein. Il cherche des revenus, et donc il va se nourrir sur la bête, et c'est cela qu'on ne veut pas. Et bravo pour cette intervention d'1 minute. Monsieur Dive, je vous invite également à la concision, je vous en remercie. Merci Madame la Présidente. On aura un débat, et on l'a eu en commission, sur le risque de la financiarisation de l'accaparement de terres agricoles. On l'a eu notamment, et on s'est retrouvé avec les bancs d'en face, et même collectivement, la plupart des bancs, contre l'article 12 relatif au GFAI. Et on l'aura puisque le rapporteur général de la Commission des finances a réussi à déposer un amendement qui a été jugé recevable après l'article 12. Donc je sais que ce débat, nous l'aurons encore tout à l'heure. Mais là, l'amendement tel qu'il est présenté, il s'inscrit dans le droit fil du débat d'hier. Débat surréaliste au regard du sujet, qui consistait à opposer pendant je ne sais combien d'heures l'école privée et l'école publique, l'établissement, les formations privées et les formations publiques. Et là, on est dans la même logique. Mais je suis désolé, mais quand vous allez voir, là il ne s'agit pas de caparement foncier, il s'agit d'aide à l'installation. Quand vous allez voir votre banque, que vous voulez vous installer, la banque, le Crédit Agricole, c'est bien un investisseur privé. Quand vous allez voir la coopérative, les coopératives, lorsqu'elles s'engagent dans l'accompagnement de jeunes à l'installation, les coopératives représentantes des agriculteurs sont bien des investisseurs privés. À partir de là, il n'y a aucune raison de couper la branche sur laquelle sont assis les agriculteurs, sur laquelle, pour le coup, vous venez répondre quelque part par le biais de votre amendement. De rien, Madame la Présidente. Je vous remercie. Nous avons Monsieur Prudhomme qui a la parole également. Si vous pouvez respecter les 1 minute aussi. Je vais essayer de faire très court, mais sur le fait qu'on n'a pas dit que tout le foncier français devait être public, mais juste reconnaissez que la SAFER, notamment au moment du remembrement, a fait ce travail de régulation, et c'est ça que nous demandons. Et cette régulation est une demande unanime. Ensuite, sur vos arguments fallacieux sur Terre de Liens, ce n'est pas un investisseur privé, c'est une structure de portage à but non lucratif. Donc, effectivement, si notre amendement, vous le jugez pas assez précis, je vous invite à le sous-amender, nous, il est trop tard pour le faire, mais on veut bien faire la distinction entre des investisseurs, des financiers qui ont pour objectif de faire de l'argent à court ou moyen terme, et c'est ce risque spéculatif que nous pointons et que nous voulons dénoncer par rapport à des structures de portage, quel que soit leur statut associatif, non lucratif, mission d'intérêt général comme la SAFER, qu'il faut aujourd'hui promouvoir plutôt que effectivement une spéculation dont on voit les effets délétères dès à présent, et que vous avez d'ailleurs reconnu au moment où on avait discuté la loi Sans Passe Tous au précédent mandat. Donc ne nous faites pas dire ce que l'on ne veut pas dire, vous avez très bien compris de quoi nous parlons. Merci. Le président Mattei a la parole. Oui, en vous écoutant, je me disais que l'agriculteur qui voudrait faire un crédit vendeur dans le cadre de son retrait d'exploitation ne pourra pas à ce moment-là faire un crédit vendeur, puisque ça deviendra un investisseur privé. La famille qui veut accompagner un des fils ou une des filles qui veut reprendre l'exploitation, ce sont des investisseurs privés. Mais je crois que écarter la notion d'investisseur, il ne faut pas le voir d'une manière manichéenne entre les bons et les méchants. Franchement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, n'écartons pas la possibilité d'avoir des investisseurs privés, parce que souvent, un qui n'était pas privé devient privé par l'évolution de la vie. Et je crois que là, à travers ces amendements, on coupe cette possibilité. Je vous remercie. Monsieur De Fournas, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, tout à l'heure, vous avez semblé faire une confusion entre les investisseurs et les agriculteurs. Moi, je voudrais quand même vous relire l'alinéa. Afin de favoriser l'installation de nouveaux exploitants agricoles et l'adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l'État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités locales volontaires ainsi que d'investisseurs privés, de favoriser le portage du foncier agricole. C'est bien que dans cet alinéa, l'investisseur est bien dissocié de l'agriculteur. C'est pas du tout la même chose.
je voudrais quand même dire à notre collègue d'Yves qu'une banque n'est pas un investisseur, elle est un prêteur, elle prête à un investisseur, mais elle n'est pas là pour prendre des parts dans une société. Et ce que nous voyons, monsieur le ministre, dans cet alinéa, c'est le retour du GFAI, je suis désolé de vous le dire, c'est-à-dire dans une volonté très clair de vouloir déposséder les agriculteurs sous prétexte d'un manque de rentabilité économique, de déposséder les agriculteurs de leurs terres. Et je rappelle que nous sommes pour que les agriculteurs soient propriétaires de leur foncier pour pouvoir au moins se constituer un capital durant leur carrière, à défaut de pouvoir en vivre. Je vous remercie. Nous terminons par Monsieur Girardin, rapporteur général. Merci Madame la Présidente. Bon, pour résumer la situation, je crois qu'on est en face d'un phénomène à quatre leviers. Tout à l'heure, j'ai entendu S'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter Potier... le rapporteur général? Merci. Pardon. Non, c'est parce que vos collègues continuent à parler. Après, vous pouvez le faire, mais en dehors de l'hémicycle, et on peut écouter comme ça le rapporteur général. Non, mais j'ai souvent entendu Dominique Potier, durant ces quelques jours, parler de démembrement et du sujet du démembrement. Pourquoi il y a un démembrement dans notre pays de la propriété? Tout simplement parce que la fiscalité est trop forte. Je suis intervenu hier pour expliquer justement tout le poids de la fiscalité sur la transmission. Si à un moment donné on ne règle pas ce problème-là, on n'y arrivera pas. Et effectivement, on accélère le démembrement de la propriété, donc il faut le régler. Sur l'accompagnement de l'installation, le ministre a pris des dispositions, puisque, sauf erreur, il y a quand même 2 milliards d'euros de prêts ou garanties de prêts qui sont prévus pour les projets d'installation, plus les 400 millions d'euros du Fonds entrepreneur du vivant. Sur le dispositif du portage du foncier, je voudrais juste rappeler une chose pour essayer de contrecarrer ce qui peut être dit. C'est que le portage du foncier dans le cadre du GFAE, puisqu'on l'avait rebaptisé comme ça dans la nouvelle écriture qui n'a pas pu être évoquée, c'est quoi? C'est tout simplement de l'acquisition de terres au travers d'un GFA qui est mis à disposition dans le cadre d'un bail rural à long terme auprès de porteurs de projets ou de futurs installés. Donc, il est où le problème de la dissociation entre investisseurs et public, puisqu'en réalité, c'est le bail rural à long terme qui, en quelque sorte, contrôle l'ensemble du dispositif, avec des garde-fous qu'on avait effectivement remis en place, qui étaient la limitation de la surface, le fait que les personnes physiques pouvaient détenir plus de capital que les personnes publiques, et ainsi de suite, et l'ensemble d'ailleurs des articles de droit qui était transposé dans le GFA dans le GFAE et qui concernait le GFA lui-même, avec effectivement l'ouverture au fonds public. Pourquoi? Parce que le mur du foncier qui est devant nous, ce n'est pas quelques centaines de millions d'euros, c'est des milliards qui sont devant nous. Il va bien falloir y faire face. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, on aille chercher tout simplement l'argent nécessaire pour justement faire en sorte que cet argent soit mis à disposition des futurs installés, et on s'engage sur 500 000 exploitants et 400 000 exploitations, donc il faudra bien répondre à ça. Mais c'est vrai, dans le même temps, et le président Chassaigne l'a dit, il va bien falloir réorganiser et renforcer la régulation, l'encadrement et le contrôle du foncier, parce qu'effectivement, ici ou là, les choses ne sont pas forcément claires. Donc on a bien un phénomène à 4 leviers. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix ces amendements identiques. Je vous rappelle le double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 98, exprimé 98, majorité 50, pour 55, contre 43. L'Assemblée nationale a adopté. Je vous indique que la présidente de l'Assemblée nationale a reçu de la ministre chargée des Relations avec le Parlement une lettre l'informant que la discussion de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public était retirée de l'ordre du jour. Je vous indique par ailleurs qu'à ce stade, la durée totale de l'examen du texte a duré 46 heures et 41 minutes. Il nous reste donc 1431 amendements. Le rythme d'examen des amendements au cours de la dernière séance, mes chers collègues, nous avons fait du 24 amendements à l'heure. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'estimation du temps restant nécessaire à l'achèvement de la discussion, c'est 58h30. Et donc, je vous rappelle que jusqu'à vendredi soir, dans la nuit de vendredi, il nous reste 19 heures. Je vous laisse donc faire
le calcul de cette soustraction vous-même. Et nous aurons le plaisir de nous retrouver cet après-midi pour la prochaine séance à 15 h avec la suite du projet de loi d'orientation agricole. La séance est levée.